Le sel de Cayenne, première partie. Le napalm et les super défoliants utilisés au Vietnam, s'ils étaient employés pour défricher le bassin amazonien, permettraient, après destruction quasi totale de la forêt équatoriale, l'exploitation de centaines de milliers de kilomètres carrés de terres ainsi devenues arables. Il suffirait aussi de 2 bombes nucléaires de faible intensité pour détourner les courants perturbateurs créés en mer par l'Orénoque et l'Amazone et modifier du même coup la géographie sous-marine des 3 Guyanes. Ce remodelage subaquatique devrait donner un essor jamais vu à la pêche industrielle dans ces régions. Les conséquences prévisibles et imprévisibles de tels bouleversements du milieu naturel seraient-elles totalement compensées par la mise en valeur du sol ou des eaux ainsi malmenées? Je ne suis pas, hélas, un spécialiste de ces questions et il serait bien présomptueux de ma part de prétendre y donner des réponses. Seul un peu de bon sens et une petite expérience personnelle, vécue en diverses parties du monde, m'incitent à joindre ma voix au cœur de celles qui, chaque jour, plus nombreuses, crient casse-cou à une civilisation grisée par les possibilités fantastiques que lui offrent des connaissances trop fraîchement acquises. J'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas par la destruction, mais bien par la connaissance, que l'homme parviendra à dominer la nature et à résoudre dès lors l'angoissant problème posé par une démographie galopante. Un bon dresseur ne brutalise jamais un fauve, car il sait que seule la compréhension de l'animal lui permettra de dominer avec un minimum de risque le lion ou le tigre, qui pourtant pourrait d'un seul coup de patte imposer sa propre loi d'une manière définitive. Savants ou dompteurs, coureurs de brousse ou employés de bureau, industriels ou agriculteurs, il nous incombe à tous de respecter celles dont nous sommes issus et qui, malgré nos frasques d'enfants terribles, continuent à nous nourrir, à nous réchauffer et aussi à nous donner quelquefois de sévères leçons que nous avons malheureusement beaucoup trop tendance à oublier. Que ces quelques lignes ne prêtent pas à confusion quant au contenu de ce livre. J'ai dès à présent fini d'enfoncer les quelques portes récemment ouvertes sur le problème de la pollution. Et il n'est pas dans mes intentions de prêcher une nouvelle philosophie. Dans ce livre, vous ne trouverez pas de dissertation sur les derniers Amérindiens mis sur le bagne. Ce bagne qui a tant contribué à discréditer la Guyane. Vous n'y lirez pas davantage d'études économiques sur le département et il n'y sera pas non plus question de politique intérieure. Bien au contraire, mon propos est d'essayer de retracer en quelques anecdotes l'expérience vécue pendant 2 ans par un citadin brutalement transplanté au sein d'une nature dite sauvage, et surtout de démontrer que le progrès technique n'est pas incompatible avec le respect pour un environnement naturel
et vierge. Le sel de Cayenne, deuxième partie. Nous arrivons au-dessus de la Guyane française, département d'outre-mer, numéro 973, préfecture Cayenne. C'est ce qu'a cru bon de nous signaler dans son micro notre charmante hôtesse. On ne peut la croire que sur parole, car depuis la dernière escale, nous ne survolons que des nuages. Depuis combien d'heures ai-je quitté Paris? Je me perds un peu dans les changements de fuseau horaire. Orly-Lisbonne, Lisbonne-Pointe-à-Pitre, le tout en Boeing, puis en DC-4, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France-Cayenne. À bord du DC-4, toutes les races, toutes les langues, toutes les confessions, toutes les odeurs sont réunies pour le meilleur et pour le pire dans une carlingue non climatisée et péniblement tirée de trou d'air en trou d'air par des hélices inquiétantes d'héroïsme. Dieu merci. J'ai évité le laitier, c'est-à-dire un autre DC-4 omnibus, celui-là, qui fait escale après Fort-de-France, à Trinidad, Georgetown et Paramaribo. Ce bus aérien met à rude épreuve les oreilles et les estomacs par ses atterrissages et décollages incessants. On commence à trouver le temps long, très long, dans une cabine mal pressurisée, secouée au point qu'on ne détache plus sa ceinture à partir de l'escale de Pointe-à-Pitre. L'avion a crevé la couche de nuages que nous survolions depuis Fort-de-France et il commence son approche. Ce que je découvre est fascinant et impressionnant. Pas question de réussir un atterrissage forcé dans un pays pareil sans le secours d'une providence particulièrement bien disposée. Je ne vois par le hublot qu'une immense, une monstrueuse éponge verte bordée d'une large bande brunâtre presque rectiligne. L'éponge verte, c'est la forêt, et la branche brunâtre couleur chocolat, c'est la côte envasée. Où commence la mer boueuse, où commence la terre marécageuse. La couleur est indéfinissable à cet endroit où il ne semble exister en fait de démarcation qu'un mariage intime entre les deux éléments constitutifs de cette portion du continent sud-américain. La brousse, la forêt, les prairies sont balafrées de fleuves, de rivières, de criques, dont on devine qu'ils poursuivent leur cours sous les colossales impénétrables frondaisons. Vert et marron, marron et vert, dans toutes leurs nuances, sont les couleurs fondamentales de la Guyane vue d'avion, jusqu'à l'horizon lourd de nuages gris anthracite crevant en brun.
Tout en vérifiant ma ceinture de sécurité, je jette un coup d'œil par le hublot et j'aperçois quelques baraquements miteux bordant une bande d'asphalte. L'aéroport de Cayenne-Rochambeau. Tout autour, y compris en bout de piste, savanes inondées et forêts. Le DC-4 atterrit, secoué par d'invisibles remous. La pluie crépite comme une décharge continue de mitraille, et les énormes gouttes éclatent sur le goudron surchauffé, créant en se vaporisant une sorte de brouillard bas irrégulièrement opaque. Empêtré dans mes bagages à main et mes caméras, trempé mais suffocant de chaleur, je pose enfin le pied sur le sol guyanais. Rochambeau se trouve à quelques 17 km de Cayenne. Quant aux taxis disposés à nous convoyer, ils sont aussi luxueux que rares et coûteux. C'est pourquoi, entre autres raisons, mon chef de service est venu m'accueillir à l'aérogare. Ce petit quinquagénaire myope et gominé me paraît d'un lyrisme excessif lorsque, pendant les 3/4 d'heure du trajet me séparant de mon hôtel, il me met en garde d'une manière extrêmement volubile contre les dangers de la brousse omniprésente. En 1967, le seul hôtel à peu près confortable de Cayenne est celui du Montabaud, situé à la sortie de la ville, sur une colline d'une centaine de mètres et dominant l'océan. Cet établissement est d'un accès rendu facile grâce à une route goudronnée, mais assez étroite, raide et sinueuse. Une piscine, 2 bars, une salle à manger immense mais vétuste, quelques chambres climatisées et hors de prix, un grand parc à demi sauvage. Ces quelques agréments sont fort coûteux et je risque de voir passer tous mes frais de mission dans la caisse de l'hôtel Montabaud avant d'avoir pu trouver un appartement en ville. Sortant de l'hôtel, je plonge avec délice dans le bain végétal de la brousse qui couvre les flancs de la colline du Montabaud. L'air surchauffé semble mieux porter les hermétiques cohortes d'insectes invisibles et apparemment aussi peu disposés que moi à sacrifier au sacro-saint sommeil demi-journée. Un soleil vertical, dont nul grain ne semble devoir menacer l'ardeur, fait fumer les derniers vestiges des averses de ce matin. Je m'émerveille au spectacle de la brousse, de cette palette de toutes les nuances de vert imaginables, dont aucune fleur ne vient rompre l'harmonie. Non, pas une seule fleur au paradis des orchidées. Si, pourtant, une tache de couleur là-bas, au milieu d'une petite bananeraie. Le but de ma promenade est proche, me voici à une 50aine de mètres de la mer. L'eau paraît d'un bleu acceptable, mais en avançant, l'illusion s'évanouit. Ce sont des vagues jaunes sales qui battent les rochers du Montabaud. La lumière de ce début d'après-midi et les reflets d'un ciel limpide sont les responsables de cette fugitive apparence méditerranéenne.